Bienvenue, c'est un rendez-vous que nous avons décidé d'organiser au démarrage du confinement. C'était une manière pour nous de nous mettre à jour sur le suivi des secteurs, puisque au sein de la Link Up Factory, donc, nous sommes une entreprise d'une trentaine de personnes, des consultants. Certains sont des ingénieurs, d'autres des gens plutôt issus du marketing et de la communication. On a aussi une création intégrée. Et on s'est dit que ça allait être un moyen de continuer à travailler tous ensemble à distance, et de partager aussi à la fois nos visions, mais aussi ce qu'on pouvait constater dans nos piges un peu sectorielles des tendances et de la manière dont la RSE est en train de, non plus de s'immiscer, mais de devenir vraiment un référent de plus en plus dans de nombreux marchés. Donc on a parlé déjà de l'agroalimentaire, on a parlé du textile, on a parlé des cosmétiques, on a parlé aussi des changements de comportement, puisqu'on est agréé sur les changements de comportement et les nudges au sein de la Link Up Factory, agréé recherche par le ministère de la Recherche. Et donc aujourd'hui, Maison RSE, qui est un sujet qui personnellement me tient assez à cœur, puisqu'il y a longtemps, mais j'ai été directrice générale de Geneviève Le Thu pendant un certain nombre d'années, une enseigne qui a disparu. Et j'ai créé ma première agence dans l'univers de la maison et de la décoration. Donc un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc je suis la fondatrice de Link Up, qui est une entreprise qui a 10 ans, et j'ai le plaisir d'être accompagnée maintenant depuis pas mal d'années par mon associée Isabelle Donat. Je te laisse dire un petit mot. Bonjour à tous, Isabelle Donat, je suis directrice générale adjointe à la Link Up Factory. Voilà, et j'ai la joie de travailler sur tous ces sujets passionnants sur lesquels on va passer un petit peu de temps ensemble ce matin. Alors peut-être on enchaîne. Donc très rapidement, mais on ne va pas trop vous parler de la Link Up Factory, je veux juste que vous sachiez qui nous sommes. Donc nous travaillons, notre motto c'est penser et agir RSE. Donc je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes aussi, vous avez la RSE dans vos responsabilités, ou en tout cas dans vos convictions. Et notre but est de co-construire avec nos clients des démarches ambitieuses, des démarches d'engagement qui peuvent être des démarches RSE, des stratégies RSM, responsabilité sociétale de la marque. J'ai écrit un livre en 2017 sur ce sujet, comment la RSE était en train de basculer dans la RSM. Donc on va en parler un peu au travers des exemples aujourd'hui. Et puis je vous le disais, les changements de comportement. Donc sinon, nous sommes au Club Advance du Global Compact, certifié B Corp depuis presque un an. Et donc je le disais, au crédit impôt recherche sur les sujets liés au changement de comportement. On s'est présenté. Voilà, donc quelques éléments, mais plutôt rapidement sur le contexte, puisque sans doute beaucoup d'entre vous, vous le connaissez, donc on ne va pas s'attarder, mais malgré tout, à une véritable accélération. Alors, il y a beaucoup de débats en ce moment pour dire c'est lié au Covid, le confinement, est-ce qu'on va vraiment prendre conscience, changer? Pour nous, le consommateur, il a déjà basculé. On est passé des early adopters, ceux qui étaient les premiers à s'engager, à s'impliquer ou à prendre en considération le sujet de la RSE dans leur choix, et pas seulement les consommateurs, aussi les collaborateurs pour la marque entreprise. Et donc, pour nous, l'accélération a déjà été faite en 2019. On présente habituellement tout ça en disant c'est l'année du tipping point, du point de bascule. Mais on peut se poser la question, en effet, de quel sera l'impact de toutes ces réflexions, de ces sujets qui sont devenus maintenant des sujets que les médias traitent. M6 a fait une semaine green, a créé de nouvelles émissions sur ce sujet. On en parle aussi dans les journaux économiques. Il y a 2 ans, on ne voyait jamais un article sur ces sujets-là dans Challenge. Ça a changé. Donc les choses évoluent et on en est ravis. Alors ce contexte, c'est cette dette écologique. Je vais passer très vite, vous connaissez ça très bien. Et ces jeunes générations mobilisées dont on dit que ce n'est pas forcément celles, et les adolescents, les jeunes adultes qui sont encore étudiants, qui sont le plus engagés, par exemple en France, sur le tri. En France, on est l'avant-dernier pays européen sur le tri, et ce n'est pas tellement mieux chez les jeunes. C'est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup en ce moment. Mais on espère justement contribuer à les faire changer. Mais la mobilisation très forte de ces jeunes générations touche aussi les adultes, les familles, commencent à faire changer le regard, et de manière beaucoup plus large que sur ces early adopters dont je parlais tout à l'heure, sur la façon de consommer, les choix de consommation, donc sont en train de faire évoluer la norme sociale.
dans un certain milieu, et bien sûr c'est quelque chose qui est très dépendant aussi du niveau à la fois d'éducation et des moyens, hein, donc on est en train de parler des consommateurs en général et pas des consommateurs les plus touchés par les situations économiques complexes. Mais donc ces jeunes générations mobilisées impactent la norme sociale. Le point suivant, c'est de montrer que sur le secteur de l'équipement de la maison, eh bien, on doit répondre comme sur les autres secteurs. Alors nous, on a beaucoup démarré notre activité, on a un peu plus de 10 ans, en travaillant dans l'agroalimentaire, parce que l'agroalimentaire était le premier secteur concerné, et notamment pour des sujets de santé. Mais ce qui est très intéressant, et certains d'entre vous vont se retrouver dans les slides qui suivent, c'est que la santé, c'est une préoccupation extrêmement forte, soit dans la composition des produits et pour leur innocuité. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une conscience que la santé est un critère extrêmement fort de choix des produits, de l'aménagement de la maison et de tous les ustensiles qui nous entourent dans le quotidien, et parfois aussi une opportunité, on verra un peu plus loin. Donc l'environnement, quel impact de vos activités sur le réchauffement climatique, sur les écosystèmes, sur la biodiversité, Patienter, on dirait qu'une erreur. Pardon? Allô? Caroline, vous nous entendez? Allô, allô? Je crois qu'on est déconnecté. Sandrine, on ne t'entend plus. Ah, vous ne m'entendez plus, c'est bizarre. Vous nous entendez là? Oui, on vous entend. Ah, donc je crois qu'on nous entend, Caroline. Si, on vous entend. Ok, parfait. Merci. On va continuer. C'est peut-être. Je vous entends. Merci. Merci. Donc, je voulais juste dire que la filière bois a été un exemple pour beaucoup, a été une des premières filières à s'organiser justement pour bien gérer ces impacts, et notamment les problématiques liées à la déforestation. Le social, hein, l'approvisionnement responsable, l'éthique, quelles sont les conditions de travail de ceux qui produisent et la juste rémunération, comment on perpétue également des savoir-faire, l'éthique dans le travail, hein, que ce soit, et on a vu toute la problématique rencontrée par Amazon, hein, que ce soit ici en France, où quand on fait fabriquer, et c'est le cas pour beaucoup de produits, on les fait fabriquer au loin, donc notamment en Asie, mais pas que. La circularité, comment aujourd'hui il y a de plus en plus de questionnements, et on va illustrer tout ça, de questionnements sur le recyclage, la fin de vie des produits, l'obsolescence, pas seulement des machines à laver, la vaisselle et autres, mais également l'obsolescence des meubles. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on vit, et de son linge de maison, etc. Donc comment on vit tout ça aujourd'hui. Et puis bien sûr la société, puisque là les choses ont beaucoup évolué. On est passé de certaines marques qui portaient leur engagement au travers de fondations à une attente, et on va illustrer ce point, sur une attente de peser pour faire évoluer les choix de consommation, de faire aussi l'éducation du consommateur, de l'entraîner et de l'aider à adopter un mode de vie aussi plus favorable pour lui-même, pour les générations futures, et également pour la perception qu'il peut avoir de sa façon d'agir en faisant le choix de telle et telle marque ou tel et tel type de produit ou de telle ou telle enseigne. Pour terminer ce petit panorama de contexte, et un peu rapidement, parce que vous devez connaître tout ça, donc évidemment c'est un contexte très amplifié par les médias sociaux, les réseaux sociaux, les ONG qui sont très actives, hein, ce qu'on appelle dans les RSE les parties prenantes, sont devenues encore plus communicantes, que ce soit au travers des pétitions, de leur prise de parole, de leur campagne, et puis la presse qui s'intéresse à tous ces sujets, le sujet des chambres toxiques pour les enfants, de la pollution de l'air intérieur, on va en reparler ce matin, etc., sont très relayés par les médias, par les pouvoirs publics, par l'OMS. On sait que la pollution de l'air, de manière générale, tuerait plus que le tabac et les cancers réunis. Donc, c'est absolument énorme. Donc, il y a vraiment une prise de conscience très forte des consommateurs et des parties prenantes sur ce sujet. Et enfin, en réponse un peu à tout ça,
des instances qui vont peut-être permettre aux acteurs du secteur de valider leur démarche, de les pousser, de les guider avec différentes nouvelles certifications, ou bien, bien sûr, le référentiel REACH, qui touche l'ameublement, la décoration, comme d'autres secteurs, des nouveaux labels éventuellement comme celui sur l'émission de l'air intérieur, tous les impacts environnementaux des bâtiments, je ne vais pas m'étendre parce que vous connaissez ça très bien, et puis cette nouvelle notation sur la circularité, la réparabilité qui pourrait éventuellement voir le jour dans les mois qui viennent. Tout ça également avec des attentes éventuellement de certification. Alors, on ne peut pas dire que Bicorp ou aujourd'hui faire partie du Global Compact, c'est quelque chose de très identifié de tous les consommateurs, mais il y a quand même de plus en plus aussi ces early adopteurs, parce que quand on parle des consommateurs, on va avoir différents types de consommateurs, et ceux qui sont très vocaux, qui en parlent beaucoup autour d'eux, on écoute beaucoup ses pairs, et on écoute presque plus ses pairs que les experts, mais ce sont aussi des points de relais qui montrent et qui viennent témoigner du sérieux de la démarche et de l'engagement des entreprises. Alors, face à tout ça, on a aussi une tendance qui émerge et qui est assez intéressante parce qu'on a pu le voir dans d'autres secteurs, que ce soit sur la cosmétique, que ce soit dans le secteur du food. Il faut voir que tout évolue de façon un peu parallèle. C'est le slow design, et donc avec cette envie qu'ont les gens de consommer peut-être mieux, plus intelligemment, consommer moins jetable, de se tourner vers des matériaux bruts, massifs, plus naturels, et éventuellement aussi tout ce qui permet de développer l'upcycling et une forme de sensibilité. Donc on ne va pas parler de tous les consommateurs, mais de sensibilité aussi à l'artisanat. Donc ce sont des nouvelles tendances qui montrent bien cette évolution un peu globale sur une façon de consommer un peu différemment, et notamment chez les millennials. Donc, nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que le nouveau consommateur est né, alors on le dit depuis 3 ans en réalité, mais puisque c'était dans le titre du livre aussi d'il y a 3 ans, avec un contrat de base qui est toujours là. Bien sûr, les gens attendent un produit de qualité, un rapport qualité-prix qui puisse leur donner la possibilité aussi d'accéder à ce produit en fonction eux-mêmes, de leur positionnement, de leurs moyens. Mais au-delà de ce contrat de base, ou plutôt ce contrat de base, il s'est enrichi du fait d'attentes sociales, sociétales, environnementales qui sont très nombreuses. Vous voyez tous ces mots qui viennent couvrir l'impact sociétal, la cohérence, l'authenticité, la transparence, l'information. Le consommateur veut être plus informé, contrairement à ce que, travaillant sur les changements de comportement, je vais envoyer un petit pic, les pouvoirs publics ont tendance à prendre les Français comme des gens à qui il ne faut mettre que des interdits et d'être toujours sur le bâton. Mais en réalité, dans les changements de comportement, c'est plutôt le fait de cultiver le sentiment d'efficacité souvent qui marche. Et bien là, le consommateur, lui, il revendique aussi sa capacité à faire des choix, et donc il veut être informé. Et ce nouveau contrat de base inclut l'engagement de la marque et de l'entreprise, des engagements qui parfois existent, mais ne sont pas toujours révélés, comme on va le voir dans les tendances qu'Isabelle va vous présenter dans une minute. Et donc, pour terminer là-dessus, on a un peu parlé en parlant de la santé. Le consommateur, il n'est pas devenu tout d'un coup extrêmement concerné par le fait que les îles à l'autre bout, certains le sont, mais à l'autre bout de la Terre, ou des articles qui paraissent tout le temps sur la fonte des glaces, c'est quelque chose qui le concerne dans le quotidien. C'est vraiment une démarche qui est centripète. Donc, ça a commencé par moi, ma santé, mon alimentation dans ce que j'ingère. Il y a eu cette progression, d'où l'agroalimentaire dans un premier temps très fort. Ensuite, il y a eu ce que je mets sur moi, donc on me, après le in me, le on me. Donc, les soins de beauté, les vêtements, etc. qui concernent. Et aujourd'hui, très fortement, et tout ça est vraiment lié, c'est le around me. Donc, around me, son intérieur, son environnement proche, la pollution dans les villes, etc. Et les tendances qu'on va voir qui s'incarnent aussi dans l'offre produit. Donc, pour répondre à cette nouvelle donne, ce que nous pensons, c'est que, et c'est ce qu'on entend par RSM, qu'il n'y a pas que l'entreprise et qu'on n'a plus un distinguo du corporate d'un côté et du marketing de l'autre. Nous sommes convaincus que
la RSE, qui montre ses engagements de l'entreprise et qui sont parfois un peu cloisonnés en termes de communication. Alors parfois les engagements peuvent être insuffisants, hein, puisqu'il ne peut pas y avoir de stratégie d'engagement d'une marque si la RSE n'est pas solide, consolidée, avec une vraie vision. Le consommateur n'attend pas que la marque et que l'entreprise ait tout fait. C'est pareil pour le salarié, le membre de l'équipe. Il a surtout besoin de sentir qu'il y a un mouvement avec des vrais milestones, avec des vrais objectifs. Et là, on parle pas seulement de la France, hein, on parle sur un plan international. Et donc, de notre point de vue, lorsque ces engagements sont suffisamment solides, il est vraiment essentiel aujourd'hui de traduire ces engagements d'entreprise en engagement de la marque et de rendre accessibles ces engagements pour impliquer le consommateur, l'amener lui aussi à évoluer dans ses critères de choix, l'éduquer, le faire grandir et cultiver son sentiment aussi d'efficacité et avoir noué un nouveau type de relation avec lui. Et on va le voir un peu dans les tendances qu'on va présenter. Donc ça, c'est la RSM, la responsabilité sociétale de la marque. Et ce discours RSM de la marque, eh bien ça c'est l'arbre qui nous sert un peu d'illustration pour montrer qu'on a donc une réalité, hein, qui sont le travail sur les ressources, la transformation, se préoccuper aussi des conditions de consommation et d'usage des produits, la fin de vie des produits. Là, il y a un besoin dans votre secteur d'un fort accompagnement sur la fin de vie des produits. Et tout ça va permettre ensuite de faire éclore toutes les petites feuilles qui sont non pas la partie sous terre, mais la partie sur terre, le discours RSM de la marque. Je vais sur la slide suivante. Et donc, ça, mérite et ça a besoin d'une architecture cohérente avec à la fois un concept fédérateur, pas juste de saupoudrer des choses qui sont des petits ruisseaux qui, pour faire vraiment le tronc de l'arbre, hein, ou si on parle des petits ruisseaux qui font les grandes rivières, on a besoin d'avoir un concept fédérateur, d'être très clair sur ces piliers d'engagement et d'avoir des messages cohérents et continus qui permettent de bien montrer l'engagement de l'entreprise, de ses équipes, de ses fournisseurs, de l'accompagnement consommateur qu'on peut avoir et d'inclure donc son consommateur et de l'amener à mieux voir l'engagement de la marque qu'il aime, qu'il consomme et qui lui permet donc qui permet de créer ce nouveau contrat de confiance, hein, dans les baromètres sur la confiance. Ces éléments sont devenus absolument essentiels et on a besoin de les décloisonner souvent de l'aspect plus corporate pour les parties prenantes, hein, ça c'est la communication corporate telle que je l'ai apprise il y a longtemps, ou pratiquée, et qui devient aujourd'hui aussi une nécessité d'enrichir de sens et d'engagement le discours et la promesse de la marque. Et donc, en réalité, ça brand ID pour être dans un langage très marketing. Alors, je passe la parole à Isabelle pour vous présenter ces 10 grandes tendances et n'hésitez pas au fil du temps, si vous avez des remarques, de les faire au fur et à mesure éventuellement. Alors pour le partage de la présentation, c'est la question qui est posée. Donc non, je suis désolée, on revient vous faire une présentation si vous voulez auprès d'équipes élargies. Vous aurez la possibilité d'accéder à l'enregistrement de la présentation. Donc, sauf si vous avez, pour certains d'entre vous, vous ne souhaitez pas que vos questions, de toute façon, elles ne sont pas écrites, donc elles ne se verront pas. Donc, vous pourrez accéder au discours, à l'enregistrement, mais pas aux slides, parce que c'est beaucoup de travail. Et donc, on les partage volontiers, on revient vous les présenter, mais on ne vous les enverra pas. Voilà. Donc, on va passer en revue, non pas 10 petites erreurs, mais 8 grandes tendances d'engagement de marques et d'entreprises qui sont plus ou moins communiquées aux consommateurs et qui sont plus ou moins de l'ordre de la RSM. Ce qu'on a cherché à identifier, c'était la manière dont les marques et les entreprises, de tout ce qui va toucher à l'équipement de la maison, vont répondre aux différentes attentes et attentes de leurs consommateurs et des pouvoirs publics qu'on vient de voir, et comment ça peut s'incarner aussi dans les produits et dans le discours des marques. Premier sujet central, on en a parlé déjà un petit peu, l'air intérieur, c'est un sujet crucial sur lequel certainement les choses vont continuer à s'accélérer avec la période qu'on vient de passer, hein, on vient de passer beaucoup de temps à l'intérieur, on passe en période hors confinement et hors Covid, 80 à 90% de notre temps à l'intérieur, que ce soit dans nos domiciles ou au travail.
Ça, ce sont des chiffres, ça dépend des études. Et l'air intérieur serait 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc, c'est un enjeu majeur et c'est un enjeu qui est adressé un peu par tous les acteurs du secteur. Et on a regardé ça de manière assez large. Il y a vraiment cette idée de l'innocuité et de venir faire la chasse aux toxiques à l'intérieur de nos maisons. Donc, ça va être par le linge de maison, notamment la literie. Là, on a mis l'exemple de Linvauge qui propose toute une gamme Ecotex. L'ensemble, la plupart des acteurs du linge de maison a recours à cette certification. C'est plus ou moins développé, c'est plus ou moins facile pour les consommateurs de s'y retrouver et de faire une sélection à travers cette, en mettant comme critère, on va dire, cette certification. Donc, c'est vraiment une certification qui se généralise dans le textile et dans le textile de maison, et c'est une certification qui permet de garantir une innocuité, hein, notamment par les teintures, les produits chimiques qui ont pu rentrer dans la composition des produits. On voit émerger, et on va voir tout au long de cette présentation, des exemples de petites marques, de nouveaux players, de pure players RSE, RSM, comme on les appelle chez LinkUp, qui sont des marques souvent qui ont profité du digital aussi pour se développer et se faire connaître, et qui arrivent avec des propositions assez disruptives, assez nouvelles, et souvent très centrées RSE, RSM. C'est le cas de Hall, qui est cette marque qui propose des textiles, notamment pour la maison, et qui sont exclusivement colorés avec des teintures végétales. Et il y a aussi tout un tas de garanties sur les filières, le commerce équitable, etc. C'est une marque assez intéressante. Donc ça, c'est la partie textile, hein, des textiles sans toxiques, notamment ceux qui vont être au contact de la peau avec la literie. L'innocuité des produits ménagers, ça c'est un sujet très fort, très haut dans l'agenda des consommateurs, hein, qui se détournent de plus en plus des produits ménagers traditionnels, et on va y revenir après sur le sujet de la naturalité, et qui se tournent vers des produits ménagers beaucoup plus naturels, et notamment Reinette, qui est la première marque à avoir fait labelliser et passer ses produits au crible de l'écolabel Air intérieur contrôlé, avec des notes très hautes, A+ ou A pour la plupart de ces produits. Donc, c'est vraiment garantir aussi l'absence de composés volatiles et de substances chimiques dans l'air intérieur par le ménage. C'est aussi une manière de protéger la santé de ceux qui utilisent ces produits, que ce soit les ménagers et les ménagères, mais aussi pour la partie chez Werner & Merz, qui est la maison mère de Reinette, pour la partie plus B2B, de protéger aussi, et c'est un sujet important, la santé de ceux qui travaillent avec ces produits au quotidien, des personnels de ménage. Les revêtements pour le sol sont aussi très engagés sur ce sujet des COV ou des VOC, selon la langue. L'acteur qui nous a semblé intéressant sur ce sujet, c'est Gerflor. Ils ne sont pas les seuls à travailler sur ce sujet, mais ils ont une démarche qui va assez loin, car ils ont à la fois une approche de minimiser les émissions de leurs matériaux, mais aussi de réfléchir à la pose, et notamment de proposer des solutions sans colle, qui vont permettre de proposer des solutions sans COV au global, donc avec tout un système de clips, de rouleaux de grande taille qui vont permettre de se poser sans être collés. Donc c'est une approche plus holistique qui prend en compte aussi la pose et les systèmes de colle. Du côté des meubles, c'est quelque chose qu'on lit aussi beaucoup dans la presse quand on veut faire des recherches sur comment consommer de manière plus écologique le mobilier. La question des huiles, la question des vernis sur les meubles, qui vont être, même s'ils sont en matière naturelle, vont être recouverts d'un vernis qui va émettre dans le temps des particules fines. Donc c'est un sujet aussi de préoccupation, et les meubles de l'Orne, par exemple, répondent à ce sujet en proposant des produits vernis avec des huiles écologiques, hein, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des meubles, et qui vont minimiser les émissions de ces meubles, de leurs meubles dans la durée. Voilà pour la partie air intérieur, chasse aux toxiques, qui est un sujet très important. Il y a aussi, parallèlement à ça, l'action de purification. On va éviter de polluer son intérieur, et on a aussi des propositions sur le marché, plus ou moins récentes, et encore une fois, certainement une tendance qui va s'accélérer, de chercher à dépolluer son intérieur. Alors, on ne l'a pas remis là, mais il y a tout un mouvement avec les plantes détox
la présence des plantes dans les intérieurs qui peuvent permettre de dépolluer l'air intérieur, avec des essences, des types de plantes qui vont être privilégiés. En termes de produits, il y a toute cette vague des peintures dépolluantes et qui se retrouvent aussi maintenant en vitrificateur. Donc, plusieurs acteurs proposent ce type de peinture qui vont pouvoir absorber jusqu'à 80% selon les modèles les polluants à l'intérieur et notamment le formaldéhyde qui est un des polluants les plus présents et qui a été déclaré cancérogène par l'OMS. Voilà, avec une action dans la durée de ces peintures de 7 à 10 ans, voire 20 ans même pour certains modèles. Tout dépend de la taille de la pièce. Le vitrificateur aussi de Blanchon qui va bloquer en fait les polluants des parquets, notamment, encore une fois, on retrouve la question des cols. Donc, des démarches assez intéressantes à travers ces produits. La purification de l'air, qui est un sujet extrêmement fort et un marché extrêmement dynamique en Asie, où l'air extérieur et intérieur, de fait, est très pollué. C'est aujourd'hui un marché de plus d'1 milliard d'euros en Chine. C'est un marché qui se ralentit un petit peu en Asie, puisque les foyers sont très équipés, mais qui est en progression très forte en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Et notamment la France est un marché assez dynamique. C'est un progrès de 60% en 2018. Avec des purificateurs très high-tech. Dyson notamment propose des purificateurs d'air qui vont garantir évidemment purifier l'air face aux allergènes, aux particules fines encore une fois, mais aussi par rapport au virus. Donc c'est pour ça que c'est certainement un sujet qui va monter avec le Covid. Là, on voit que par exemple un de leurs derniers modèles qui a été labellisé, testé par l'Institut Pasteur de Lille pour le marché français, il était précisé sur le produit, testé sur le virus influenza H1N1. Donc, est-ce que demain, on aura des tests qui porteront sur la capacité à filtrer l'air face au Covid? Peut-être que ça viendra. Juste un petit point là-dessus. En France, on a une progression très très forte des allergies qui ont, sur les 30 dernières années, été plus que multipliées par 2 chez les enfants au sein de la population, donc pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas là. Mais il y a donc aussi cette attente, pas seulement avec ces purificateurs, mais de manière générale, de minimiser le risque allergique, le risque d'atopie avec ces manifestations sur les enfants. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça devient aussi à la fois une responsabilité, mais aussi une opportunité, comme on voit avec ces marques. Et puis ensuite, il y a cet exemple de Velux, et je crois qu'il y a quelqu'un de Velux aussi dans l'assemblée. Donc, démarrer d'abord sur la lumière qui soigne, parce que la lumière fait du bien, elle fait du bien au moral, mais pour passer à l'air intérieur. Voilà. Donc là, on voulait vous proposer de partager avec vous ce petit film qui est assez éloquent, qui est proposé par Velux sur cette démarche d'engagement à la fois de redonner du sens à l'utilité de la marque, de remettre en perspective ce que la marque apporte en proposant des ouvertures, des fenêtres, des ouvertures de toit qui vont amener de la luminosité et de l'air renouvelé dans les intérieurs, et de mettre en perspective cet apport et d'aller plus loin dans cette démarche avec cette approche de Indoor Generation et les études qu'ils ont menées avec des experts extérieurs pour explorer ce sujet de cette génération que nous sommes et des nouvelles générations qui vont venir, qui va passer de plus en plus de temps à l'intérieur avec toutes les problématiques. Alors, on ne va pas vous passer tout le film, il est disponible sur YouTube, il est un peu long, mais vous comprenez bien là, le chemin, puisque le dénouement, c'est comment Velux travaille aujourd'hui, non seulement à apporter de la lumière, mais aussi à améliorer la circulation de l'air et améliorer la qualité de l'air intérieur avec des travaux, un comité d'experts, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans une mission un peu supérieure de la marque qui a évolué petit à petit pour intégrer cette dimension de lutte contre la pollution de l'air intérieur. Le pouvoir de la nature, ça c'est une tendance qui est complètement transsecteur. Tous les produits de grande consommation sont impactés par cette attente, cette envie des consommateurs de se reconnecter avec la nature, et cette démarche des entreprises et des marques de proposer des produits plus naturels et d'aller chercher dans la nature des ressources nouvelles, des nouvelles approches, pour proposer des produits plus respectueux de la santé et plus liés à la nature.
Donc, le ménage au naturel, on en a un petit peu parlé juste avant. C'est vrai que quand on regarde le rayon des produits ménagers, il a complètement changé depuis ces dernières années, avec des acteurs historiquement positionnés sur le marché du produit ménager végétal ou naturel, et les players plus historiques, plus généralistes, qui eux aussi ont intégré cette nouvelle démarche, comme par exemple CIF, inspiré par la nature. Donc on a complètement un changement, un virage pris très fort sur ce marché des produits ménagers, en lien avec la naturalité, d'aller rechercher dans les produits naturels des solutions qu'on avait peut-être oubliées. Et évidemment, on a tous en tête le retour du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, etc. Les nouveaux potagers, ça c'est une manière de se reconnecter à la nature dans nos intérieurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le high-tech et la nouvelle technologie est au service d'une reconnexion à la nature. Ça peut paraître un peu paradoxal, et en même temps, c'est par ça que ça passe. C'est retrouver un petit coin de nature chez soi, mais c'est quelque chose qui est quand même de la très haute technologie, avec des lumières LED qui s'adaptent à la luminosité de la pièce, etc., pour avoir vraiment l'essence même, la substantifique moelle de la nature dans sa cuisine. Mais c'est aussi, avec les potagers d'entreprise, tout un lien à la nature qui va venir apporter de la cohésion d'équipe, qui va permettre d'avoir un projet ensemble autour de la nature, se reconnecter à la nature. C'est vraiment très, très riche en sens, et ça permet de se retrouver autour de ce type de projet. Donc avec Corporate Garden notamment, qui propose des potagers dans les espaces de travail ou à côté des espaces de travail. Et puis évidemment, comme dans beaucoup d'autres secteurs de la grande consommation, les matériaux biosourcés sont en développement très fort dans tout ce qui va être équipement de la maison, à la fois, encore une fois, pour rejoindre la tendance numéro 1 dans une recherche d'innocuité, mais aussi de trouver des matériaux qui vont avoir une fin de vie plus écologique et des filières plus responsables. Donc, c'est le cas, par exemple, de Vertera, qui est une entreprise américaine qui propose de la vaisselle jetable faite à partir de matériaux naturels, et notamment une de leurs dernières innovations, c'est de la vaisselle en feuilles de palmier, qui est une matière très résistante, évidemment 100% naturelle, inerte, etc., et qui va pouvoir être biodégradable et compostable. Alors, il faut ensuite que les filières de compost existent et se développent, mais c'est une démarche intéressante. C'est Ikea qui s'est engagé dans une démarche assez ambitieuse de zéro plastique, enfin 100% on va dire de matériaux issus du recyclage ou de filières durables, et qui notamment développe des produits en PLA biosourcés issus de maïs, de betterave, de canne à sucre, et notamment c'est le cas de certaines références de leur vaisselle pour enfants, qui est aujourd'hui en plastique biosourcé. Et puis pour revenir sur les revêtements de sol, c'est par exemple Target avec son revêtement IQ Natural, qui est non seulement un revêtement pour le sol ultra résistant, adapté aux collectivités, mais qui est aussi 100% recyclable et composé à 75% de matières naturelles ou renouvelables, sans compromis sur la durée de vie, sur l'entretien et sur la résistance de ce sol. Donc là, on voit qu'on trouve dans les ressources naturelles des nouvelles approches et des nouvelles propositions. Et puis, si on se concentre un peu sur le mobilier, c'est évidemment une démarche très forte, avec un retour très fort du bois massif, qui répond à une attente des consommateurs, et aussi à proposer des produits plus naturels pour les marques, avec par exemple Kikamoon, qui est une marque 100% digitale, qui propose un très 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 large choix et qui a l'objectif de proposer le plus large choix de meubles en bois massif certifié du web, avec des techniques de fabrication artisanale. Maison Wasabi, qui est une marque d'origine chinoise qu'on trouve un peu partout, pareil en digital, avec des meubles en bambou certifiés, qui vont être intéressants aussi pour leur robustesse. Pour la durée de vie du produit, c'est intéressant. Stooli, qui est une petite marque qui propose des meubles en carton éco-conçus, qui sont extrêmement, d'abord très design, et puis extrêmement pliables, modulables et très résistants. Donc, c'est pas très intuitif quand on parle de carton, mais ils ont un système de carton alvéolé qui fait que le banc que vous voyez là peut supporter 300 kg. Donc là, forcément, on est sur un produit qui est 100% éco-conçu, recyclable, puisqu'il est 100% en carton. La marque City Green, qui est notamment distribuée par la Camif,
qui propose du mobilier de jardin en acacia hybride, qui est donc un acacia intéressant parce qu'il est très résistant, peu gourmand en eau et avec une coloration peinture à l'eau. Donc là encore des ingrédients, des matériaux très naturels et pour autant très résistants. Et puis la marque Kipli, qui est une marque très intéressante qui propose des matelas enfants et adultes 100% naturels en utilisant du latex bio qui est extrait, et il travaille avec des coopératives agricoles en Asie du Sud-Est. Et c'est un latex bio qui est extrait selon des méthodes traditionnelles, donc avec juste une incision sur l'arbre. Les arbres ne sont pas coupés, ils vont se régénérer ensuite pour pouvoir récupérer ce latex naturel qui ensuite va être traité selon un savoir-faire spécifique à la marque pour proposer des matelas 100% naturels, puisqu'ensuite ils sont uniquement recouverts de coton et de laine pour les jonctions. Donc voilà pour la partie immobilier. On voit qu'on a de nombreux produits et de nombreuses marques qui proposent des produits qui vont être parfois jusqu'à 100% naturels. Alors, juste quand même le terme de naturalité, comme dans beaucoup de secteurs, on sait qu'il recouvre beaucoup de différentes réalités. Mais en tout cas, on sent qu'il y a beaucoup d'entre vous qui assistaient à cette conférence travaillez forcément sur cette tendance qui n'est pas complètement nouvelle, mais dans laquelle on voit malgré tout des innovations apparaître. Et c'est un peu ça aussi qu'on voulait transmettre avec cette tendance. Filière locale, tracée et durable, qui dit matériaux d'origine naturelle, dit pratique agricole derrière et filière. Alors, il y a deux choses intéressantes qu'on voulait mettre en avant ici. D'abord, le Made in France, qui est une tendance très forte, qui va aussi certainement encore se renforcer avec la crise qu'on vient de traverser, puisque tout ce qui vient de très loin, tout ce qui est mondialisé, va être peut-être regardé encore avec un peu plus de suspicion par les consommateurs et l'envie de se reconnecter à ce qui est proche. Donc le Made in France pour le marché français, le fabriqué local pour les autres marchés. Avec évidemment la CAMIF qui est très engagée sur ce sujet du Made in France et qui le traduit de manière intéressante en termes d'impact, puisqu'on peut voir sur leur site la manière dont ils le traduisent, non pas en s'engageant à 100%, mais en essayant d'objectiver et de matérialiser l'impact que cette démarche peut avoir. Les meubles Gauthier, qui sont une marque pas nouvelle, une marque assez ancienne, mais qui est dans l'ultra local, avec une fabrication dans les Vosges, à partir de bois local provenant de moins de 300 km. Et les autres composants sont choisis chez des partenaires qui sont situés à moins d'une journée de camion. C'est comme ça qu'ils le racontent sur leur site. Donc là, une volonté d'être dans le très local. Puis les cuisinistes, sur lesquels on n'a pas beaucoup trouvé d'éléments dans nos recherches et dans notre veille. Alors peut-être qu'ils font des choses et qu'ils ne le font pas savoir, mais ce qui était notable, c'était Mobalpa, qui est depuis toujours fabriqué en France et qui le met beaucoup en avant et qui l'a re-raconté plus récemment avec cet ancrage dans les Alpes. Les filières durables, évidemment, c'est un enjeu majeur, notamment sur le bois qui est très présent dans l'intérieur de nos maisons, on l'a vu juste avant. Alors, on a la certification, les certifications FSC, PEFC, qui sont progressivement adoptées par le secteur, plus ou moins rapidement selon les acteurs, plus ou moins à 100%. C'est plus ou moins transparent aussi selon les acteurs sur est-ce que tous les produits sont certifiés, est-ce que c'est une démarche de progrès. C'est pas toujours complètement clair. Pour le coup, Ikea a également communiqué sur l'avancée de cet engagement récemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des acteurs qui vont plus loin, qui vont au-delà de la certification pour faire progresser des filières sur lesquelles il n'y aurait pas de certification et pour autant il y aurait une filière et des acteurs et des petits producteurs qu'il faut accompagner. Il faut savoir aussi que l'inconvénient entre guillemets des certifications, c'est qu'elles ne sont pas toujours accessibles aux petits producteurs. Ça coûte de l'argent de se mettre à niveau, ça coûte de l'argent de se faire certifier. Donc c'est intéressant aussi parfois, quand on travaille déjà avec des partenaires, quand on a identifié des acteurs qui ont besoin d'être accompagnés, de leur mettre le pied à l'étrier, de les accompagner. C'est ce que fait notamment Maison du Monde avec Earthworm, ex-TFT, pour avancer progressivement sur certaines essences où il n'y a pas de certification, comme le manguier ou le shizam, et accompagner les petits producteurs. Alors, c'est une démarche qui est menée notamment avec la Fondation Maison du Monde, pour à la fois d'abord améliorer la traçabilité et ensuite implémenter progressivement des démarches de progrès sur les pratiques agricoles de ces producteurs
Et le consommateur est complètement embarqué dans cette histoire, puisqu'un QR code sur les produits peut lui permettre de remonter sur l'origine des bois. Juste au passage, nous sommes partenaires de Earthworm dans toute son initiative aussi sur les sols vivants, on va présider leur groupe de communication et on soutient Earthworm depuis 3 ans. Donc ça, c'est un peu notre engagement aussi, puisque c'est une ONG qui fait un travail extrêmement intéressant en profondeur et en prenant en compte cette dimension d'inclure les petits producteurs. Donc voilà, petit coup de pub pour Earthworm. Et justement, puisqu'on parle de sol vivant, deux matériaux et deux cultures qui sont redécouvertes et remises à l'honneur, notamment par le secteur du vêtement, mais aussi beaucoup par le secteur du linge de maison, c'est le lin et le chanvre, qui répondent à la fois à cette envie de naturalité, à ce côté un peu brut, etc. Ça, c'est pour la tendance un peu lifestyle, mais qui ont aussi d'énormes atouts qui sont en train d'être découverts, notamment pour le chanvre, qui était une culture qui avait été un peu abandonnée ou qui n'était plus tellement à la mode. Et on redécouvre vraiment l'intérêt de ces deux cultures, et notamment le chanvre, qui a une capacité de captation carbone très importante, hein, puisqu'un hectare de chanvre égale un hectare de forêt, qui permet de restituer de l'azote dans les sols, donc en interculture, c'est pour ça que ça rejoint la question des sols vivants, qui a des rendements très élevés, c'est une plante très robuste, qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, qui a besoin d'aucun intrant, pesticides, engrais, etc. Voilà, le lin aussi, sachant que le lin, en plus, 80% de la culture du lin est européenne. Donc, c'est aussi pour des marques qui cherchent à être sur des filières un peu plus de proximité pour le marché européen. Voilà, et le lin capte 250 000 tonnes de carbone par an en Europe. Donc, voilà, c'est par exemple AMPN qui le met en avant, mais on l'a trouvé aussi chez d'autres enseignes ou distributeurs. Alors, au passage, hein, pour AMPN, il faut vraiment chercher longtemps dans leur site pour voir qu'ils font des choses. Donc, on voit bien hein, comment on met à disposition et on explique et on vient montrer ce que je disais un peu en introduction, cet engagement pour que le consommateur voit ce qu'il y a derrière son produit, ou si on vient, on fait ces démarches, mais on les laisse sur un plan corporate. Ce qui, pour nous, est un peu étonnant, parce que y a vraiment ces attentes de plus en plus. Énergie et climat, enjeu majeur également, sur lequel il y a beaucoup de choses, et il y aurait énormément de choses à dire, donc évidemment, on ne va pas tout aborder ici. Il y a l'enjeu majeur de l'isolation, hein, qui est une recherche constante. On sait que 80% de la déperdition d'énergie d'un immeuble sont dus à des problèmes d'isolation, et l'isolation et le défaut d'isolation passe par de nombreuses fuites, ouvertures dans la maison. Mais ce qui nous a intéressé, c'est là encore. Ah, il y a une. Est-ce que personne qui a son micro activé, je ne sais pas qui c'est. Caroline, je ne sais pas si tu peux identifier. Non, je n'identifie pas la personne qui a son micro allumé. Il vient de parler de charte. Peut-être que ça y est, le micro est probablement coupé, et merci beaucoup. Donc, les isolants nouvelle génération. Donc là, c'est là où on retrouve la recherche, le côté high-tech, l'isolation donc des bâtiments est un enjeu majeur, et il y a de nombreuses choses à faire, et les pouvoirs publics vont certainement remettre en avant cette nécessité de mieux isoler nos intérieurs. On voit qu'il y a de l'innovation très forte, très high-tech sur le sujet, notamment avec les isolants sous vide proposés par Isover avec Isovip, qui vont permettre d'avoir une isolation très, très, très performante avec un gain de place énorme, puisque c'est aussi le problème de l'isolation par l'intérieur, c'est qu'on perd de la place. Or, pour ceux qui sont en ville, les mètres carrés sont précieux et chers. Donc, il y a vraiment une attente très forte de performance à moindre place. Et c'est pareil pour l'aérogel de silice qui vient des nanotechnologies. Alors, je ne saurais pas vous en expliquer plus parce que je ne suis pas technicienne, mais c'est un sujet assez intéressant qui, si j'ai bien compris, ces produits-là ne sont pas encore disponibles en France, et c'est vraiment très, très récent, mais avec aussi un gain de place et une performance d'un point de vue énergétique qui est évidemment très intéressant du point de vue du développement durable. Sur la partie isolation, il y a aussi toute cette démarche
Et ces mesures incitatives proposées par le gouvernement pour l'isolation des combles perdus, puisqu'il y a beaucoup de déperdition de chaleur, d'énergie qui se fait par le toit et par les combles vides. Et c'est notamment Leroy Merlin qui a proposé toute une démarche d'accompagnement des consommateurs qui le souhaitent pour isoler leurs combles perdus pour 1 €. Donc ça s'appuie sur le dispositif étatique, mais ça permet de prendre les gens par la main et de les accompagner avec l'intervention d'un partenaire référencé, etc. Donc une démarche vraiment, on va dire presque de nudge, en tout cas. Oui, c'est à la fois les combles, le vide sanitaire, et c'est une façon de décarboner l'activité. Enfin, je pense que vous connaissez ça tous très très bien. Mais ça a fait prendre conscience aussi de ce gain à la fois assez énorme, hein, puisque les chiffres montrent qu'on aurait un gain plus important à isoler l'ensemble des maisons et appartements en France que éventuellement les milliards qu'on a mis dans le. Ce qui ne veut pas dire que je ne trouve pas bien qu'on ait mis des milliards dans les éoliennes, mais on aurait beaucoup plus d'efficacité sans doute à travailler là-dessus. C'est un sujet qui va être porté par le CESE aussi dans les mois à venir, mais voilà, des enjeux très importants et avec petit à petit cette prise de conscience, hein, parce que c'est à la fois un bénéfice économique et également un bénéfice pour l'environnement ou sur les impacts climatiques. Ça va être aussi l'isolation de la façade extérieure face à la chaleur, avec les peintures permettant de réfléchir la chaleur et d'isoler face à la chaleur, avec des gains thermiques très, très intéressants. Et puis là, on revient sur la nature avec les toits végétalisés isolants. Donc là, c'est le retour à des techniques qui existent depuis longtemps, qui sont très connues dans les pays scandinaves, mais qui sont là encore redécouvertes, remise au goût du jour avec de la recherche et du développement, et notamment l'entreprise Éco-Végétale, mais elle n'est pas la seule, qui propose des toitures végétales en substrat de sédum, donc qui est une plante très résistante qui va pouvoir se développer et résister à des climats assez extrêmes, et avec un fort pouvoir isolant. Et encore une fois, on revient sur la question de la toiture, qui est une perte importante en termes techniques. Un tout petit point là-dessus, c'est aussi un marché très intéressant en B2B, et pour que les magasins, et peut-être pour certains d'entre vous, vos magasins, puissent aussi adopter ce type puisqu'il y a aussi un enjeu d'impact carbone et de dépenses énergétiques, et d'atteindre des baisses pour les réseaux de points de vente. On accompagne nous un réseau de restaurants du groupe Le Duf. Justement, ce type de solutions sont en train d'être étudiés, puisque c'est intéressant à la fois pour les individus, les particuliers, mais aussi bien sûr pour les entreprises, ou pour justement trouver des systèmes permettant à la fois d'isoler et puis de capter du carbone. Donc c'est des systèmes très, très, très porteurs et très inspirants, je trouve. Oui. Alors, la partie empreinte énergétique et empreinte carbone, avec de nombreuses démarches pour certifier, alors pour tous ceux qui ont des réseaux de vente, pour les magasins et également pour les entrepôts, les centres de distribution, etc. Il y a de plus en plus d'acteurs se mobilisent pour implémenter les énergies renouvelables, pour mettre en place des démarches de management énergétique. Donc, c'est Ikea qui a annoncé atteindre plus que la neutralité énergétique, mais carrément produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme à partir de 2020, et qui propose, alors c'est pas encore disponible en France, mais c'est présenté quand même sur le site en France, des panneaux solaires pour les particuliers. Donc là, on rejoint un peu la démarche de Leroy Merlin, c'est faciliter les choses, rendre accessibles des choses qui peuvent paraître un petit peu trop ambitieuses pour les particuliers. Bah, c'est des kits clés en main, c'est encore une fois trouver le partenaire pour faire l'installation, etc. Je ne m'étends pas plus, vous avez compris l'idée. C'est des magasins passifs, hein, c'est la démarche de Leroy Merlin qui est en train de faire progressivement certifier ses magasins par la certification BREEAM, et qui a ouvert son premier magasin passif à Vénissieux. C'est aux États-Unis Crate and Barrel, qui est un très gros acteur de l'ameublement et de la décoration, qui a fait certifier, alors par la certification LEED, son centre des opérations, qui est un très, très, très grand centre en Californie, et qui fait aussi certifier progressivement ses magasins aux États-Unis pour l'instant. Et puis, la démarche, évidemment, que vous connaissez probablement tous, mais qui est quand même très, très intéressante et remarquable, d'interface,
qui a atteint cette année ou en fin d'année dernière la neutralité carbone par toute une démarche de réduction de ces émissions et évidemment de compensation des émissions résiduelles. C'est une démarche qui a été de très très longue haleine puisque c'est une décision qui avait été prise par le dirigeant à la fin des années 90 de manière extrêmement visionnaire et précurseuse. Et Interface ne s'est pas arrêté là dans sa démarche puisqu'aujourd'hui, ils sont en route vers une empreinte carbone négative en développant notamment des revêtements et des nouveaux matériaux qui vont pouvoir capter du carbone. Et là, on passe vraiment dans la contribution à trouver des solutions et au-delà de minimiser ses impacts, de décarboner son activité, d'essayer de trouver des nouvelles solutions pour rendre service à la collectivité. Là, sur la démarche carbone. Au passage, parce que dans le milieu de la RSE qui est le nôtre et sans doute le vôtre pour certains d'entre vous, Interface, c'est vraiment une référence. Il n'y a pas longtemps, je suis allée dans un magasin acheter un revêtement de sol et on ne m'a jamais parlé de la démarche d'Interface. Et quand j'en ai parlé avec le vendeur, il n'était pas du tout au courant. Donc voilà, c'est bien dommage parce que, à nouveau, alors peut-être que je ne suis pas une cliente comme les autres, mais je pense que ça aurait été très intéressant que Interface ne raconte pas qu'en B2B et donne la possibilité aussi aux revendeurs d'être fiers de pouvoir proposer des systèmes qui sont cradle to cradle également. Voilà. Alors justement, éco-circularité, trouver une seconde vie aux matériaux, c'est un enjeu majeur, d'autant qu'on produit beaucoup d'emballages, et nous qui connaissons bien le secteur alimentaire, c'est un sujet majeur. Tous ces emballages qui sont mis sur le marché et pour lesquels on n'a pas toujours encore les filières de recyclage et les débouchés, la question de la fin de vie des produits de grande consommation est très importante. Ce qui est intéressant, c'est que le secteur de l'aménagement intérieur, de la décoration du bâtiment, est une solution assez intéressante pour la fin de vie des produits, puisque certains matériaux qu'on ne pourrait pas remettre dans des contenants alimentaires, qu'on ne pourrait pas remettre en contact avec la peau pour ce qui est le textile, peut très bien venir dans d'autres types de matériaux. Et c'est notamment pour ce qu'on voit là en partie basse de l'écran, tout ce qui va être textile recyclé et qui sert à faire des nouveaux panneaux isolants. On revient sur la question de l'isolation. Ça, c'est développé par de nombreux acteurs, c'est très intéressant. C'est donc tout ce qui est vieux textiles usés qui ne peuvent pas être réinjectés dans la filière textile, qui vont être compressés pour faire des briques isolantes. C'est ce que propose Fabrique, c'est ce que proposent d'autres acteurs. Et le Relais aussi, qui organise la collecte des textiles en France, avec sa démarche métisse, qui est du coup en plus ultra locale, puisqu'on est sur du textile collecté et recyclé en France. Sur le plastique, qui est un enjeu majeur, il y a à la fois la possibilité de proposer des contenants en 100% RPET, comme le propose Rainet depuis maintenant plus d'1 an sur ces emballages, mais c'est aussi pouvoir faire des éléments de décoration en PET recyclé ou en verre recyclé pour la vaisselle, ce que propose Casa avec des tapis, une collection de tapis et une collection de linge de maison qui vient juste d'être lancée en plastique recyclé et aussi des services de verre recyclé. Et c'est très bien mis en avant pour le coup par Casa quand on fait des recherches sur leur site et qu'on cherche ces produits-là. La démarche est assez bien expliquée. Innovation, recherche, nouvelles solutions. Quelque chose qui reste encore très confidentiel mais qui est assez intéressant, c'est la démarche Ostraco qui est du verre fait avec des déchets halieutiques. Donc tout ce qui va être coquillages, algues, écailles de poisson, etc. Donc dans une démarche de pouvoir récupérer aussi de l'industrie agroalimentaire des déchets qui sans ça seraient jetés et qui peuvent être, par un procédé qui est confidentiel pour le coup, réinjectés et soufflés comme du verre. Donc ça c'est intéressant. Les peintures recyclées, avec notamment Circouleur, qui récupère des peintures usagées, des restes de peinture qui n'auront pas été vendus ou utilisés et qui les reprocessent. Ça permet de baisser de 80% le bilan carbone de la peinture. C'est la récupération pour une filière de recyclage spécifique du polystyrène. C'est une démarche totale Citeo, Saint-Aubin, Saint-Diffray. Je passe assez vite. Et Peppertil, c'est une entreprise canadienne qui propose, à partir de papier recyclé, de faire des décorations murales qui ont aussi un but acoustique.
Donc, c'est une démarche assez intéressante qui permet de recycler tout type de déchets papier, de les reprocesser, de les recolorer, d'en faire des objets muraux de décoration, mais qui aussi absorbent le bruit. Éco-circularité encore, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet pour tout ce qui est ameublement, aménagement intérieur. Il y a le sujet de l'allongement de la durée de vie des produits, la lutte contre l'obsolescence programmée, et la France est un pays qui fait figure d'exemple puisque des mesures ont été mises en place par le gouvernement et vont continuer avec potentiellement l'indice de réparabilité qui pourrait figurer sur les produits à partir de l'année prochaine. C'est la manière dont Darty a complètement revu son contrat de confiance, d'ailleurs le nouveau contrat de confiance. On connaissait tous le contrat de confiance, il a été upgradé, updaté, avec cette dimension réparabilité, faire durer plus longtemps mes produits, être accompagné pour les réparer. C'est aussi la démarche de Spareka, qui est une start-up qui a une démarche très intéressante pour inciter les consommateurs à réparer leurs produits. Donc Spareka vend des pièces détachées, mais surtout accompagne, et c'est vraiment fait pas à pas, avec des tutos, avec une hotline, avec tout un tas d'astuces et aussi des événements, des repair tours qu'ils ont fait à plusieurs reprises pour inciter et faire prendre conscience aux consommateurs qu'on peut réparer ces appareils électroménagers. C'est pas si compliqué et on peut les faire vivre beaucoup plus longtemps. Le groupe SEB, qui a découvert finalement que la réparabilité de ces machines était un point très très fort, très bien identifié des consommateurs, et qui a formalisé un engagement, mais finalement quelque chose qui était déjà dans le contrat avec ses consommateurs, pour que les pièces détachées de ces appareils soient disponibles pendant 10 ans, pour aider les consommateurs à réparer, pour trouver des réparateurs à proximité à moindre coût, etc. Donc c'est une démarche très intéressante aussi pour que les appareils SEB et Reventa vivent plus longtemps. Maison du Monde qui propose aussi dans l'un de leurs centres de redonner vie à des vieux meubles et de les remettre en stock. Mais c'est une démarche assez petite pour l'instant, une Maison du Monde, sinon oriente ses consommateurs vers des filières de recyclage pour les vieux meubles. Et puis, c'est toute la démarche des recréateurs, lancée par Emmaüs Défi, qui a évidemment un volet social très fort aussi, mais c'est de faire travailler des personnes sur des matériaux de récupération et proposer à la vente, et c'est notamment avec le groupe Galeries Lafayette, donc au Galeries Lafayette et au BHV Marais, des ventes de produits qui ont été récupérés et recustomisés par des personnes en insertion. Consommer autrement, on a parlé tout à l'heure du slow design, c'est vrai qu'il y a une volonté des consommateurs de changer leur mode de consommation et les marques et les entreprises les accompagnent dans cette démarche. Alors l'achat de seconde main, c'est quelque chose qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur dans tous les secteurs. C'est très fort dans le secteur de l'ameublement, de l'équipement ménager, de l'électroménager, du bricolage. De nombreuses plateformes sont positionnées dessus, récentes ou plus anciennes, avec différents positionnements. C'est aussi le partage et la location avec la dépanne qui a été proposée par Monsieur Bricolage pour que les bricoleurs se prêtent, se louent et se partagent des conseils entre eux et louent leurs appareils. Mutum, qui est une appli qui permet d'identifier dans son voisinage des personnes qui peuvent proposer des appareils électroménagers, des équipements, mais aussi des conseils, sachant que 80% des objets que nous avons dans nos maisons ne nous servent pas plus de 3 fois par an. C'est vrai qu'on peut mutualiser un certain nombre d'ustensiles. Et puis de l'autre côté, une démarche qui est très forte, et pour vous qui travaillez, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans le secteur de la décoration, c'est une tendance extrêmement forte au-delà du développement durable, c'est le DIY et la personnalisation. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a fait soi-même quelque chose, quand on a personnalisé, quand on a customisé, on va garder plus longtemps un produit, on va y être plus attaché, on va certainement moins facilement le jeter. C'est notamment le pari que fait la Camif avec sa proposition de faire des meubles sur mesure et de personnaliser ces meubles. C'est aussi des nouveaux acteurs comme Pretty Pegs aux États-Unis ou Tiptoe, qui est une marque qu'on voit beaucoup ici en digital, qui propose des solutions pour customiser ces meubles, soit recycler des vieilles portes, des vieilles planches, des chutes de bois avec Tiptoe qui a démarré avec des pieds extrêmement design et très pratiques pour créer des tables, des tabourets à partir de matériaux de récupération. Et Pretty Pegs, c'est une démarche assez intéressante
Ils se sont d'ailleurs associés à Ikea, puisqu'en fait, leur volonté et leur démarche de départ, c'était de pouvoir personnaliser les meubles Ikea et ne pas avoir le même meuble que chez tout le monde, que le voisin, et donc avec des poignées, des façades et des pieds. Et Ikea a saisi la balle au bond et ils ont fait des partenariats. Et c'est intéressant de voir comment on peut soit redonner une seconde vie à un meuble qu'on a marre de voir, dont on en a marre de le voir, pardon, soit voilà, mettre sa touche personnelle. Et c'est aussi la démarche lancée par Leroy Merlin il y a un petit peu de temps maintenant, Make It, avec de l'accompagnement pour faire du DIY, soit dans les magasins, soit dans un espace dédié à Paris, soit à travers des tutos qui sont disponibles en digital et avec une communauté autour pour créer du partage, de l'émulation. Alors évidemment, il en reste 2 des tendances. On a presque fini. Pour ceux qui doivent nous quitter, on a un tout petit peu de retard. Évidemment, on va vers une maison de plus en plus résiliente. Et là encore, on a un effet de balancier entre nouvelles technologies et recherche de plus de simplicité et de retrouver une connexion avec la nature et on va dire du bon sens aussi et se débarrasser du superflu. Donc, on a effectivement toute la démarche de la domotique qui est évidemment plus qu'une tendance, hein, qui est vraiment une lame de fond et tous nos appareils connectés en témoignent, qui nous entourent et c'est que le début, je crois. Mais ce qui est intéressant, c'est quand la domotique se met au service du développement durable. Et c'est le cas de toutes les solutions qui sont proposées, avec LG notamment qui a développé tout un système d'intelligence artificielle pour se faire parler les appareils entre eux. Alors ça peut faire un peu peur parfois, mais ça permet aussi d'avoir des frigos connectés qui vont prévenir de ce qu'il faut faire à manger pour ne pas gâcher la nourriture, etc. Les machines à laver intelligentes, voilà. Nexity qui propose une application mobile pour logement connecté qui va permettre de faire plein de choses, mais aussi de piloter, comme tout ce qui est pilotage du chauffage, de l'énergie, de mieux adapter le chauffage à l'espace et de faire des économies d'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde tous ces produits-là sous l'angle d'une démarche éco-responsable, comme l'a développé Somfy, avec une volonté de mettre ces appareils au service d'une meilleure gestion énergétique, d'une meilleure gestion des appareils, mais aussi dans leur conception, que toutes ces solutions de nouvelles technologies soient pensées pour être plus vertes, avec, encore une fois, la question des batteries, la question de la réparabilité, la question des matériaux qu'on utilise dedans, pour une démarche qui soit complètement holistique et cohérente. Excuse-moi Isabelle, juste un petit cas qui n'est pas là, mais dans les changements de comportement, parce que j'ai coécrit un livre sur les changements de comportement qui est paru à la fin de l'année dernière, hein, donc sur les nudges et le marketing social, avec Patricia Gurviez, qui est professeure à GroParisTech. Mais bref, il y a un exemple aux États-Unis parce que ça doit aller, à notre sens, aussi jusqu'à l'accompagnement du consommateur. Parce qu'on peut avoir des solutions formidables, mais lorsqu'elles ne sont pas assez bien utilisées. Et par exemple, Edison a testé un système de lampes extrêmement simple, de couleurs, pour indiquer à quels horaires il était favorable d'utiliser ces machines pour ne moins tirer sur le réseau électrique. Et parce que en fait, les gens ne se souviennent jamais des bons horaires, à quel moment, d'ailleurs, ils payent éventuellement moins cher, etc. Et donc, ils ont développé tout simplement une lampe assez design et très simple, mais qui change de couleur entre vert, orange et rouge, pour indiquer très simplement que c'est le bon moment éventuellement pour lancer son lave-vaisselle, son lave-linge, etc. Donc, ce qui nous semble intéressant dans cette démarche de nudge, c'est aussi d'aller jusqu'au bout de l'accompagnement du consommateur pour l'aider, parce que très souvent les gens ne savent pas bien utiliser soit les solutions qu'on leur propose, soit mettre en place certains gestes quotidiens assez simples. Et ça peut être aussi une belle mission pour les marques qui leur vendent certains de ces produits ou qui les accompagnent sur ces sujets, d'aller jusqu'à trouver des nudges ou de les aider à adopter des comportements plus favorables et pour leur porte-monnaie et pour les impacts éventuellement sur l'environnement. Je t'en prie. Et évidemment, il y a toutes les réflexions en cours qui sont nombreuses sur la maison de demain, qui va être plus résiliente, qui va être plus autosuffisante, avec le référencement et le référentiel multiconfort que Saint-Gobain a testé dans une maison pilote qui permet de croiser les savoir-faire de nombreuses marques du groupe pour avoir 5 types de confort. Et on met bien l'homme au centre, puisque l'enjeu, c'est d'avoir du bien-être, mais avec un impact environnemental le plus réduit possible. Donc, c'est une démarche très intéressante qui part de l'homme, de ses attentes, de ses besoins, mais sans être en contradiction
avec une autre attente très forte des consommateurs qui est de minimiser leur impact. Et donc, c'est une démarche très, très complète et très intéressante qui va permettre de définir des référentiels pour les futures maisons à construire. C'est aussi la démarche des Earthships. Alors, c'est une démarche qui est très présente aux États-Unis, qui peut être un peu contestée par certains, mais qui est, voilà, toutes ces maisons autonomes, en partie enterrées pour limiter l'exposition aux intempéries, etc. Et puis, quelque chose qu'on voit beaucoup ici, mais qui se développe un peu partout dans le monde, que sont les tiny houses, alors qui peuvent être des résidences secondaires, mais qui peuvent être aussi, pour certains, une résidence principale. Donc, ce sont ces mini-maisons qui vont faire aux alentours de 15 mètres carrés, 15 à 20 mètres carrés, qui vont être très limitées en poids aussi pour pouvoir être déplacées derrière un véhicule personnel et qui vont permettre de vivre plus connectées à la nature. Donc, c'est des maisons alors, qui sont aussi high-tech dans une certaine mesure, puisqu'elles sont autosuffisantes en énergie, souvent avec des panneaux solaires, avec un ondulateur intégré, des toilettes sèches évidemment. Il peut y avoir une connexion au réseau d'eau, mais aussi tout un système de filtration et de recyclage des eaux grises pour pouvoir les réutiliser au maximum. Donc ça, il y a toute une démarche et on voit beaucoup, on peut suivre des influenceurs alors très engagés, mais qui racontent leur vie. Il y a beaucoup de monde sur YouTube qui suit ces influenceurs-là, qui ont décidé de vivre dans des tiny houses et qui racontent leur expérience et leur vie au quotidien. C'est très intéressant. Démarche intéressante et d'une architecture qui est à la fois très résiliente et nomade. Et puis, dernière tendance, être une entreprise contributrice. Alors, on en a vu certaines. On va revenir sur certains sujets. C'est une entreprise qui à la fois minimise ses impacts, réduit au maximum son impact sur l'environnement, son empreinte carbone, sa consommation énergétique, mais qui va aussi essayer d'avoir un impact au-delà de l'entreprise et avoir un impact positif sur la société, faire changer sa filière, faire changer les habitudes de consommation, repenser son métier, souvent en ouverture, en collaboration avec des acteurs extérieurs. Ce qu'on voit sur le monde du meuble, de la décoration intérieure, c'est, comme dans plein d'autres secteurs, c'est Digital Native Vertical Brands d'ailleurs, qui profitent du web pour se lancer, des petites marques qui vont se lancer sur des missions éco-responsables avec vraiment la responsabilité, la préoccupation environnementale au centre de leur modèle et qui vont construire une nouvelle proposition à partir de là. Donc, c'est le cas de Bud, Beau Utile Durable. C'est le cas de Cataba, qui est une entreprise sous l'égide de l'ESS. C'est bien fait, des papiers peints qui sont repensés pour être ultra locaux et surtout en toute petite série pour éviter les chutes et le gaspillage. Donc, pas beaucoup de collections, pas beaucoup de propositions, plutôt une approche assez frugale, on va dire, mais très créative. Donc ça, c'est ces nouvelles petites marques. On les voit dans d'autres secteurs aussi. Elles arrivent. Alors, elles ne représentent pas beaucoup de parts de marché. Elles sont un peu niches. Parfois, comme Cataba, elles sont un peu élitistes parce que c'est des produits assez chers. Mais elles viennent bousculer le marché. Elles viennent rebattre un peu les cartes. Elles viennent montrer aux consommateurs une autre façon de voir la consommation, de voir leur métier. Et elles viennent bousculer finalement, ou inspirer, on peut le dire positivement, les grandes marques, les acteurs historiques en proposant des nouvelles approches et des nouvelles solutions. Il peut y avoir aussi des partenariats qui se nouent d'ailleurs. Et puis, ce qu'on voit beaucoup, et on a trouvé des exemples intéressants, il y en aurait plein d'autres à citer, c'est des engagements, des marques qui s'engagent aussi dans la société pour apporter, à travers leur expertise, à travers leur métier, des solutions à des problèmes majeurs, environnementaux ou sociaux dans le monde. C'est le cas de Kohler qui propose, qui a un impact, une volonté d'impact social assez fort et qui a notamment pris un engagement pour l'accès de tous à des toilettes. Alors, ce n'est pas une cause forcément très facile et pas très connue, mais c'est un problème majeur pour ceux qui le savent. L'accès à des toilettes saines et tout simplement l'accès à des toilettes en fait dans plein de pays du monde n'est pas possible et ça engendre beaucoup de problèmes de santé et une surmortalité, notamment infantile. Et c'est aussi une démarche qu'ils ont mis en place pour développer un système de filtration très simple, purement mécanique, qui peut permettre de filtrer de l'eau un peu partout dans le monde et qui a été distribué dans des pays en Inde, après des ouragans à Porto Rico, et qui permet vraiment chez les particuliers
et chez des populations très, très démunies de filtrer l'eau. Et c'est une recherche qui a été faite par les équipes en lien avec des acteurs extérieurs. Donc c'est une démarche très intéressante. Il y a un petit film sur leur site que vous pourrez aller voir qui raconte très bien tout ça. C'est aussi la Banque solidaire de l'équipement mise en place par Emmaüs Défi en partenariat et avec le soutien de nombreux acteurs, dont SEB, Fondation Carrefour, Galeries Lafayette, qui font des dons d'appareils électroménagers et de meubles pour répondre à une problématique qui n'est pas très connue non plus, mais qui est pour toutes les personnes qui sont en logement d'urgence. Et encore une fois, il y en a eu là beaucoup plus avec la crise du Covid. Une fois qu'on a trouvé un toit, on n'a pas pour autant toutes les conditions de vie décentes ne sont pas rassemblées, car si on n'a pas de meubles, si on n'a pas de quoi se faire à manger, on n'a pas complètement trouvé la solution. Et donc, c'est des dons qui permettent aux personnes en hébergement d'urgence de s'équiper. Et puis, être une entreprise contributrice, c'est aussi repenser les modèles, inventer une nouvelle manière d'être une entreprise et d'être une marque. Alors, c'est des approches très holistiques, comme Lago, qui est une marque de meubles italienne, qui est une marque assez ancienne, mais qui en fait a complètement revu avec la nouvelle génération de la famille sa manière de faire des meubles, sa manière de concevoir le design de ses meubles, et qui a un manifesto assez engagé sur le sujet. C'est Nature et Découverte, bien entendu, qui est une marque qui historiquement a été très engagée, qui est certifiée Bicorp, qui a une mission qui n'est pas encore, me semble-t-il, entreprise à mission, mais qui en tout cas a vraiment redéfini bien et qui a une mission d'éducation à l'environnement et d'impact environnemental très forte qu'on retrouve à travers toute leur gamme, tous leurs produits. Et puis, c'est évidemment ce nouveau statut d'entreprise à mission qui est exploré par certains et acté pour d'autres. Donc, c'est Léa Nature, qui est un acteur de la cosmétique, de l'alimentaire, mais aussi des produits ménagers avec sa marque BioVie, qui est donc maintenant entreprise à mission. C'est la CAMIF, évidemment, on en a parlé un petit peu avant sur certains exemples, mais la CAMIF qui s'est relancée en 2009 avec vraiment une mission d'intérêt général au centre de sa proposition et qui veut avoir un impact positif sur la société en faisant évoluer les perceptions, les comportements, les habitudes, la manière de consommer des uns et des autres, à la fois à travers les produits qu'ils proposent, mais aussi à travers des combats qu'ils mènent pour la TVA environnementale notamment, et bien d'autres. Donc c'est vraiment jouer son rôle d'entreprise jusqu'au bout et de se considérer comme un des acteurs du changement, parce que tous les changements auxquels on doit faire face ne se feront pas évidemment sans le monde économique, et le monde économique a beaucoup à apporter à ces enjeux. Et ce qui nous semble important sur ce point, c'est que souvent il y a des démarches qui sont portées par des fondations, mais qui ne sont pas forcément reliées à la raison d'être et au combat que pourrait porter la marque produit, la marque qui va proposer des produits, des services justement pour la maison, pour la décoration. Donc, un des enjeux à notre sens, puisque c'est ce qui se passe aussi dans de nombreux secteurs, un peu ici et ailleurs, c'est de relier le combat qui est porté par l'entreprise avec son domaine d'expertise et de légitimité, pour que quelque part aussi, lorsque le consommateur va chercher à acheter un produit, il puisse sentir qu'en achetant ce produit, il fait évoluer et il aide aussi ce sens. Quand on parlait de penser, agir RSE, quelque part, il est des produits bons à penser, et que ces produits bons à penser, ça passe non seulement par tout le contrat de base qu'on a décrit et l'engagement sur l'environnement, le social, le sociétal, mais aussi par un combat positif encore plus fort, une contribution. On appelle ça les marques positives, on aime bien le nom de l'idée de marque contributrice. C'est vraiment un peu notre but aussi lorsque l'on travaille avec des marques et des entreprises, c'est de voir comment elles peuvent travailler sur ce combat, cette contribution, et comment elles peuvent le faire savoir aussi dans la communication. Voilà, donc pour conclure, on a donc toutes ces tendances qui sont importantes, et pour nous, il y a bien 3 clés pour répondre à ces attentes actuelles. Donc, bien sûr, la première, on ne l'a pas mise là, mais je crois que vous l'avez bien en tête, c'est déjà d'avoir un socle très solide d'engagement, et encore une fois, parfois avec des objectifs à 2025, 2030, des scorecards qui soient clairs, qu'on soit vraiment perçus comme légitimes par les parties prenantes, mais ensuite, savoir se raconter, se dévoiler. La RSE peut être très intéressante à découvrir, très sexy aussi à raconter, j'emploie ce terme, pour dire que ce n'est pas quelque chose forcément de rébarbatif. On a
On a travaillé l'année dernière pour une mission pour le groupe LVMH, et le rapport environnemental du groupe LVMH faisait à peu près 198 pages, et encore 9, et encore dans une typo où même avec mes lunettes, j'avais du mal à lire. Donc voilà, comment se raconter et montrer que ça touche toute l'activité de l'entreprise, et trouver une façon de le dévoiler, être sincère bien sûr, hein, donc c'est pas uniquement une posture, c'est quelque chose en lequel on croit, montrer que c'est fondamentalement une conviction forte, ce qui est la plupart du temps le cas, une conviction forte des gens qui portent la marque et de la vision que la marque peut avoir aujourd'hui dans la société, et bien sûr éviter les effets d'opportunisme qui peuvent être avoir un retour de bâton, et il y a beaucoup d'exemples dans divers secteurs de ces problématiques-là. Donc comment adopter le juste ton, montrer ce que l'on fait, mais pas aller non plus trop loin dans les mots qui sont employés. Et puis, je l'ai dit il y a une minute, s'emparer d'un combat pour aller justement un peu au-delà de l'engagement. Les gens attendent aussi de progresser. Les marques et les entreprises peuvent faire progresser non seulement leurs équipes, non seulement leur univers, leur filière, mais peuvent faire progresser aussi leur façon de consommer. Et il y a vraiment un enjeu aussi d'accompagnement des comportements qui nous semble être quelque chose de très important et de très porteur pour générer de l'émergence, de la préférence de marque, de la discussion, et cette relation plus horizontale dont on parlait tout à l'heure avec les consommateurs, les amener aussi à discuter. Les temps ont changé, on n'est plus dans une marque omnipotente qui va avoir un message descendant, mais dans cette volonté de dialogue et de co-construction aussi avec ses consommateurs, et justement sans doute autour de beaux combats pour accélérer la transition et les façons de faire et de consommer. Voilà, donc en fait, de notre point de vue, ce glissement, c'est de passer et d'avoir bien déjà et de révéler la façon dont on est une marque responsable, en montrant qu'on limite ses effets négatifs donc tous les impacts dont on a pu parler au fil de cette présentation et que de nombreuses marques ont déjà embrassé. Et donc pour nous, ça c'est devenu le nouveau contrat de base, quelque chose qu'on ne peut pas ne pas faire et ne pas communiquer. Et derrière, de glisser vers aussi une marque contributive ou contributrice qui va apporter une véritable utilité sociétale et permettre aux consommateurs d'imaginer les marques qu'ils consomment, les enseignes dans lesquelles ils viennent, comme quelque chose de contributif et de positif. Petit à petit, on ne va plus vouloir, et peut-être la crise qu'on vient de vivre et qui continue malheureusement encore et qui va continuer, mais plus vouloir avoir un impact négatif. Alors ça va être long, parce qu'à chaque fois qu'on bouge, on a forcément un impact négatif, mais comment dans sa consommation, on peut justement trouver des modèles qui soient vertueux et se sentir aussi acteur de ces nouveaux modèles. C'est vraiment l'enjeu, à notre sens, de la consommation plus globalement, et donc d'où ce glissement. Voilà, donc on en a fini. Merci de votre attention. On a été un petit peu plus long que ce qu'on espérait, mais on voit que c'était très riche. Donc, est-ce que vous avez éventuellement des remarques, des questions? On va afficher donc la conversation. Donc, n'hésitez pas, ou des commentaires, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires. Merci. Merci Michel. Merci à Michael. Merci. Et merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. Merci Pascal. Oui, Guillaume. Merci Guillaume. Ravi aussi Ravi d'avoir de tes nouvelles. Voilà. Merci à Marie également. Merci Emmanuel. Caroline, donc on est heureux d'avoir été un peu inspirante, et c'est tout un travail d'équipe à la Link Up Factory. Il y a donc deux autres personnes Romain et Marie, qui nous ont aidés aussi à préparer cette présentation et qui font de la veille permanente, donc aussi au sein de la Link Up Factory.
Merci. Merci à tous. Merci Annabelle et Diane. Alors, certaines échéances à 2020, avez-vous des nouvelles? Concernant IKEA, c'est une annonce qu'ils ont faite sur les énergies renouvelables qu'ils ont faite à fin 2019. Donc, je pense qu'ils ont atteint cet objectif. Sinon, ils ne l'auraient pas annoncé. Il me semble que les différentes échéances dont on a parlé sont des choses qui ont été annoncées par voie de presse, par les acteurs. Donc, à l'heure actuelle, les marques et les entreprises ne prennent plus la parole si elles n'ont pas atteint leur objectif ou si elles ne sont pas sûres de l'avoir atteint. Et on était sur des annonces assez récentes, donc je pense qu'elles sont effectives. Donc la question de Denis, où est la limite entre communication et engagement de la marque? C'est justement, ça c'est une question très intéressante parce que pour nous, l'engagement, il doit être là, il est essentiel, mais ne pas communiquer sur cet engagement, c'est ne pas faire évoluer à la fois son secteur et aussi les nouvelles attentes ou perceptions que peuvent avoir les consommateurs vis-à-vis d'une marque. Et pour nous, c'est repenser finalement les modèles d'affaires hein, dans les rapports, puisqu'on fait aussi chez LinkUp des rapports intégrés ou des déclarations de performance extra-financière. Enfin, donc, le fait de penser des modèles d'affaires qui sont réellement dans l'engagement, mais qui en même temps sont communiqués, l'enjeu, c'est que la communication, pour qu'elle soit positive, il faut qu'elle soit informative, il faut qu'elle soit sincère, il faut oublier beaucoup de superlatifs, il faut rester humble et en même temps informer, partager. Et donc ça nous semble être une communication extrêmement qui joue son rôle. C'est comme on a tendance à dire le marketing, hein, on travaille beaucoup sur le marketing social. Le marketing social, c'est le marketing pour contribuer au changement de comportement. On les appelle les nudges en France parce que marketing social, c'est pas très clair. Et dès qu'on dit marketing, ça paraît horrible, mais pas du tout. Et je vois qu'il y avait une remarque aussi de Monsieur Denis, si je lis bien. C'est oui aux entreprises et aux chefs d'entreprise de donner cette impulsion. Et cette impulsion, elle peut réellement permettre de faire d'avoir une concomitance d'objectifs entre l'engagement et un développement pérenne, utile et plutôt donc contributif et en minimisant au maximum les impacts de l'entreprise. On pense, nous, que on n'a pas la déconsommation et la non-consommation, c'est quelque chose d'abord qui n'existe pas parce qu'on oublie que la population augmente et que dans de nombreux pays dans le monde, on a aussi des besoins d'équipement extrêmement importants. Donc, il faut qu'on pense ces modèles vertueux et on a la possibilité aujourd'hui, avec ces modèles vertueux, aussi de créer de la préférence. Et on va avoir besoin de créer de la préférence et de la confiance et peut-être encore plus dans les mois et les années à venir et les mois à venir sortis du Covid. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. On a une question sur l'enjeu d'organisation interne. Oui, alors sur l'enjeu de l'organisation interne, alors ce qui nous semble être absolument le maître mot pour nous, c'est de ne surtout pas isoler le responsable RSE. Notre recommandation, je ne sais pas s'il y a visiblement des chefs d'entreprise qui sont là, c'est le responsable RSE, il doit être au comité de direction. Donc notre recommandation, c'est de coévoluer. Et pour que les choses soient moins lourdes, le responsable RSE aussi doit se méfier de ne pas trouver toutes les solutions. La façon dont on change les comportements dans la société sur des tas de sujets, mais également où on change la façon de fonctionner dans l'entreprise, c'est vraiment de co-créer, de co-évoluer et de ne pas pouvoir venir en donnant toujours toutes les pistes. Même si vous les avez en tête, il est extrêmement important qu'avec les équipes achats, les équipes marketing, la communication, il y a une dynamique et une acculturation et les amener à intégrer ce type de prisme. On est souvent dans des démarches dans ces principes. Ça passe par à la fois des workshops, ça passe par vraiment des réunions qui doivent être
fréquentes. Ça passe aussi, nous, on fait beaucoup ce qu'on appelle des Fab Labs. Donc, c'est de rassembler autour de la table à la fois l'interne, des consommateurs, des influenceurs, des experts externes, des sujets, et d'organiser la discussion. Donc, voilà, l'accélération du changement, ça passe par la co-construction interne-externe, et ça passe par ce qu'on appelle à la fois le sentiment d'efficacité, mais l'empowerment, hein, donc pardon, c'est un terme anglais, parce que traduit en français, on dit c'est l'autonomie, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est donner envie et acculturer les équipes pour qu'avec vous, elles accélèrent et elles aillent plus loin. Alors, on a une remarque de Claire disant les files d'attente aux abords des McDo et de Zara post-Covid, la stupéfont, et que effectivement les habitudes de consommation ne sont pas toujours adoptées par tous les consommateurs de la même manière, à la même vitesse que ce qu'on voudrait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des early adopters sur certains sujets. Les consommateurs vont chacun à leur vitesse. Mais on voit quand même les changements irriguer l'ensemble de la population. Après, chacun va être sensible à une thématique, un sujet, une dimension parmi toutes celles qu'on a abordées, et ça ne va pas résonner chez tout le monde de la même manière, et tout le monde n'est pas prêt à faire encore les efforts que parfois il faudrait faire sur certains aspects de la consommation, mais les choses évoluent. Oui, et je pense aussi que, attention à l'effet aussi parce que dans mes petits supermarchés, et j'habite en région parisienne, il y avait la queue tout le temps aussi parce que c'est très difficile de faire entrer des gens dans des magasins en respectant les gestes barrières. Donc je pense qu'on va continuer à avoir pas mal de queues. Et encore une fois, je pense que on ne va pas aller vers une non-consommation. Donc d'où l'importance que les marques évoluent. Et on pense en même temps que plus il y aura une offre concurrente, si on parle de Zara, voilà une entreprise qui fait des choses, il faut vraiment aller chercher très très loin sur leur site internet pour comprendre ce qu'ils font, et souvent parler espagnol. Et donc du coup, il y a quelques éléments qui sont plus visibles dans leur point de vente, mais il y a un véritable enjeu aussi d'inclure leurs consommateurs et d'abandonner peut-être la fast fashion qu'ils ont commencé à faire aussi en partie. Donc il y a ces enjeux de changer de l'intérieur, et en changeant aussi de l'intérieur les entreprises, d'inclure aussi ces consommateurs. Et les bonnes pratiques entre marques et fondations, c'est une question intéressante, parce que nous pensons qu'il y a eu toute une période où justement on voulait absolument que la fondation soit complètement indépendante de l'entreprise. Et donc, et on a vu lié à ça des moyens qui parfois sont devenus moins importants que ceux qu'on voulait mettre dans les fondations. Les fondations sont aussi des dispositifs fiscaux qui peuvent être assez incitatifs. Et justement, nous pensons que les fondations doivent vraiment complètement se rapprocher, d'abord d'être plutôt dans des éléments de contribution très liés au métier de l'entreprise et de la marque, et ensuite, au contraire, être dans une interaction beaucoup plus forte, en gardant bien des fonctionnements dans une co-construction avec des experts, et d'élargir, hein, pour nous, le terme expert, un enseignant est un expert de l'enseignant, il n'a pas besoin d'avoir publié 40 bouquins, etc. Donc les experts sont aussi, chacun est un peu expert de son métier, donc d'élargir sans doute ces critères, mais de renouer les relations entre l'entreprise et les fondations. Pour nous, ça nous semble absolument essentiel sur ces sujets, parce que l'un peut inspirer l'autre, et l'un peut accélérer la transformation de l'autre et créer de la valeur. Comment assurer que chaque décision d'entreprise intègre ces critères RSE? Comment mesurer cette transformation? Alors, ça, il y a plusieurs choses, des outils qu'on pratique bien évidemment. La première chose, c'est, on travaille depuis maintenant plus de 4 ans pour le groupe Bell, pour d'autres entreprises aussi, c'est d'écrire des politiques. Donc ça, c'est les politiques du groupe Bell, elles sont toutes en ligne, hein, et elles concernent tout. Les PAC, les achats, le développement produit, etc. Donc, formaliser les politiques à nouveau en co-construction avec les équipes, et que ces politiques étant formalisées, ça permet d'avoir une vision à terme. Parfois, la vision, elle sera peut-être à 2040, mais avec des KPIs, avec des éléments, et travaillant beaucoup en santé publique et dans les changements de comportement,
on a à la fois des indicateurs de mobilisation et de process et des indicateurs d'objectifs. Donc ça, c'est vraiment le fait de pouvoir travailler sur des scorecards avec des objectifs très clairs, mais de formaliser des politiques, formaliser des chartes, et encore une fois, dans des éléments de co-construction. Et mesurer cette transformation, eh bien, c'est vraiment de fixer des objectifs. Quand on fixe des objectifs tous ensemble, et que aussi pour atteindre ces objectifs, une autre pratique que l'on fait beaucoup chez nos clients, c'est de faire intervenir aussi, c'est plus commun que les Fab Labs, mais on fait intervenir aussi des experts extérieurs, des chercheurs, pour inspirer, pour donner envie, pour accélérer un peu les éléments, mais il est essentiel de définir des objectifs chiffrés, soit en indicateurs de moyens, soit en objectifs finaux, avec des dates, et tout ça, à nouveau, vous l'avez compris, on aime beaucoup la coévolution et la co-construction. Sinon, on risque les gens sont très pris par leur quotidien, par leurs urgences. Il y a eu beaucoup d'urgences récemment aussi dans les entreprises, avec les magasins fermés, etc., le Covid. Donc, voilà, fixer des indicateurs, écrire des politiques, voir des chartes et co-construire. Alors, est-ce que le conso est prêt à payer plus cher? Dans beaucoup d'études, il dit que oui. Une partie de nos clients, c'est un sujet qui revient souvent, nous dit que dans les faits, pas toujours. Ce qu'on a pu voir sur, peut-être plus sur l'agroalimentaire, qui a beaucoup exploré ce point-là, c'est que ce qu'on a pu constater, c'est que tous les consommateurs, de toute façon, n'ont pas les mêmes moyens et les mêmes contraintes budgétaires. Donc, ça dépend un peu aussi de quel type de consommateur on parle. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que le consommateur est prêt à faire un effort, pas trop important, mais quand il est sûr que l'effort qu'il va faire va aller à la bonne personne. Je crois que la transparence sur la construction du prix, sur la filière, sur qui sont les intermédiaires, où va la rémunération, est-ce que l'effort que je vais faire va être pour un xème intermédiaire que je ne connais pas ou pour remplir les poches potentiellement d'actionnaires, ou est-ce que ça va au producteur, est-ce que c'est au service d'une vraie démarche? Il y a une petite méfiance de se faire un peu entourlouper et que ce soit un effet marketing, de dire c'est plus cher parce que c'est écolabel, c'est plus cher parce que c'est certifié, et de ne pas pouvoir en fait vraiment comprendre ce qu'il y a derrière et ce que ça veut dire, et ce que la hausse de prix permet de faire. Mais quand on voit dans les démarches de commerce équitable qu'on a une transparence et un décryptage de tout le process, une partie des consommateurs, encore une fois, est prêt à soutenir ces démarches. Alors, on a vu, c'est plutôt des études dans le food, que si c'est de doubler le prix, ça dépend aussi de ce qu'on entend. C'est-à-dire que si c'est, et par exemple, une marque on accompagne depuis longtemps, les Erdammer, à la fois communiquer sur le fait, on pack, que les vaches étaient au prêt 180 jours par an, et en même temps en montrant que le pack était recyclable. Et ça a permis à la fois de négocier une augmentation de prix avec le distributeur et de passer une augmentation de prix qui n'a pas eu d'impact négatif sur les ventes. Au contraire, les ventes ont progressé sur ce produit. Là, je parle de son premier marché qui est l'Allemagne. Et en France aussi, il y a d'autres exemples de ce type, quand évidemment la progression, c'est à voir ce qu'on entend par progression du prix. Et pour rebondir sur ce dont vient de parler Isabelle, que je rejoins complètement, il y a un exemple très intéressant sur la transparence du prix, c'est qui le patron? Un litre de lait, c'est en fonction des magasins entre 70 centimes, 65, 70 centimes. C'est qui le patron? C'est sur le lait, et c'est aussi de plus en plus sur beaucoup de produits. Et en ayant une transparence sur la construction du prix de ce produit, et comme tu le disais, une réorientation claire on montre clairement aussi à qui va profiter ce prix plus important, ou quand on a des démarches disant c'est le 1% pour la planète, ou 5% ou 10%, par exemple, comme les produits toujours dans l'alimentaire Innocent, qui sont donnés aussi et bien clarifiés, notamment avec l'opération avec les petits bonnets là, que tout le monde connaît et que tout le monde voit. C'est plutôt un produit un peu plus cher que Tropicana, et ils ont pris des parts de marché à Tropicana, alors que Tropicana était vraiment la première marque de par à la fois leur communication, leur engagement. Donc voilà. Donc, c'est ce que fait très bien aussi Maison Standard sur les vêtements.
qui est une marque pas très accessible, mais qui décrypte complètement sa chaîne de valeur et qui explique comment est construit le prix et pourquoi le prix peut être un peu supérieur à ce qui peut se faire sur type de marque équivalente, et en expliquant bien qui est rémunéré, quelle est la marge que fait la marque, etc. Voilà, et On bien, a répondu à toutes les questions qui étaient posées. Merci beaucoup pour vos questions très, très pertinentes et je pense que oui, on a même un peu dépassé l'horaire, mais merci de votre participation ce matin et puis voilà, longue vie à la RSE dans vos entreprises et à la RSM. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir et merci de votre présence.